Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez conduire la régression lobbyiste. Souvenez-vous, dans la partie de la recherche et dans la partie en rapport avec la lutte des données, nous avons vu pas mal de choses. Nous avons vu comment on fait la préparation des données, nous avons vu comment on fait l'analyse des données manquantes, nous avons vu comment on analyse la normative des données, nous avons vu une analyse descriptive d'une variable qualitative. On a vu aussi comment on peut conduire une analyse descriptive pour une variable qualitative, et on a vu comment on peut conduire une analyse bivariée à travers l'analyse à travers le tableau de contingence. Et on a vu aussi comment on peut conduire l'analyse de la corrélation, on a vu comment on peut analyser la relation de deux variables à travers la corrélation, et aussi on a vu comment on peut analyser l'effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante en utilisant un modèle de régression linéaire. Et souvenez-vous, on a vu que pour chaque cas, il y a des conditionnalités. Et souvenez-vous, on a parlé des tests paramétriques et non paramétriques. Et on a dit que pour les tests paramétriques, normalement, il y a des conditionnalités telles que la normative des données et l'égalité de variance pour le cas de la comparaison des moyennes, par exemple. On a vu que on a déjà dit que pour le cas des tests paramétriques, la conditionnalité de normalité vraiment est importante. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez analyser l'effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante ou l'effet des variables indépendantes sur une variable dépendante lorsque la conditionnalité ou l'assumption ou la conditionnalité de normalité n'est pas respectée. Alors, c'est pourquoi on va trouver en fait, des méthodes robustes. Donc, selon votre théorie, vous avez vu que telle variable a un effet sur une autre variable, mais quand vous testez les conditionnalités d'applicabilité dans tel test, vous trouvez que la condition n'est pas respectée, ou les conditions ne sont pas respectées. Alors, pour le cas de la régression linéaire, normalement, ça donne de bons résultats quand les conditionnalités sont respectées. Mais si vous trouvez que les conditionnalités de normalité ne sont pas respectées, est-ce que vous allez laisser de tester votre recherche ou est-ce que vous allez laisser votre recherche? Alors, c'est pourquoi des méthodes plus poussées qui permettent d'annuler l'effet des variables, disons, des observations aberrantes, comme au jargon statistique, les chercheurs ont trouvé des lignes ou des méthodes plus robustes lorsque l'assumption ou la condition de normalité n'est pas respectée. Alors, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui à travers la régression robuste. Alors, comme vous le savez, nous cherchons à analyser l'effet des variables indépendantes sur les variables dépendantes. Alors ici, les données que nous allons utiliser, ce sont les données qu'on a utilisées dans les approches, dans les préparations, dans les présentations. C'est les données en rapport avec le GDP qui est le produit intérieur brut, les données en rapport avec le Foreign Direct Investment ou FDI, donc ce qu'on va voir FDI, on va voir GDP, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, FDI, et puis on va voir aussi les export ou les exportations des biens de services. Donc, les données qu'on utilise ici ont été collectées sur le site de la Banque mondiale et ça nous permet en fait de faire ces présentations. Et les données concernent l'année 2020. Pour rappel, quand on conduit la régression, quelle que soit la régression linéaire ou la régression robuste qu'on va voir, nous cherchons à analyser l'effet des variables indépendantes sur la variable dépendante. Ici, pour notre cas, la variable dépendante, c'est le GDP, le PIB. Et les variables indépendantes, ce sont les investissements directs étrangers, FDI, et les exportations. Alors, quand il faut présenter côté donc, scientifique au niveau de la matière de recherche, vous commencez par votre question de recherche. Alors, la question de recherche, maintenant, on peut la formuler en disant quel est l'effet des exportations et des investissements directs étrangers sur le PIB. Hein? Donc, voilà comment vous pouvez formuler votre question de recherche. Parce que quand on formule la question de recherche, normalement, on doit y avoir on va voir dedans une sorte de relation entre deux variables. Donc ici, vous voyez qu'il y a une variable dépendante qui est le PIB ou le GDP et la variable indépendante qui est les variables indépendantes qui sont le FDI, donc les investissements étrangers et les exportations. Donc au niveau de l'objectif de la recherche, puisqu'on vient de former la question de recherche, mais là, pour le cas de l'objectif de la recherche,
On peut dire que l'objectif de la recherche peut être formulé comme suit. Quel est l'effet des exportations et des investissements directs étrangers sur le PIB ou le GDP? C'est ça. Donc, selon les théories que vous aurez collectées ou les études antérieures que vous aurez collectées, alors vous allez former vos hypothèses de recherche. Par exemple, pour l'hypothèse 1, on peut dire que les exportations et les investissements directs étrangers n'ont pas d'effet sur le PIB. On peut dire comme hypothèse nulle que les exportations et les investissements directs étrangers n'ont pas d'effet sur le PIB. Et puis, comme hypothèse alternative, on peut dire que les exportations et les importations ont des effets significatifs sur le PIB. Alors, maintenant, c'est parti. Nous allons montrer comment vous rappeler comment conduire le modèle Nayer, mais l'idée, c'est de conduire la régression lobbyiste. On va tester les conditionnalités ensemble et on va justifier notre choix de la régression lobbyiste. Donc, voilà, ici, cette commande, c'est pour importer les données dans le logiciel. Et souvenez-vous, je vais vous montrer comment, si vous avez des données que vous avez transformées dans CSV, comment importer ces données. Ici, cette commande-là ne change pas. Ce qui change ici, c'est juste le nom de votre variable, le nom de votre base de données que vous voulez importer. Ici, vous changez uniquement ici. Ça, cette partie-là, lobbyiste, c'est ça qui change. Alors, pour que le logiciel puisse importer ces données, il faut montrer où vous avez stocké vos données. Donc, vous passez par ici. Quand vous avez terminé d'écrire cette commande, c'est ici. Regardez, c'était comment, ici, bien sûr, vous mettez le nom de votre variable, vos variables qui sont stockées en CSV. Donc, vous allez ici, dans la session, choose set working directory ici, vous voyez ici, et puis je descends ici, choose directory. Alors, je cherche là où j'ai stocké mes variables. Ici, pour moi, j'ai déjà indiqué, vous voyez que c'est directement, mais je fais juste une pas. Alors, j'ignore ça. Alors, je sais que je travaille dans Data Analysis, mais il faut indiquer exactement là où se trouve ma base de données. J'ouvre ici, je sais que non, c'est pas correct parce que normalement la base de données se trouve dedans, dans Data Analysis, choose working directory comme ça. Alors, je vais ouvrir, ouais, ici, normalement la base de données se trouve ici, dans Robust, ça, je dois indiquer ça. Ici, ça, c'est là où j'ai mis ma base de données. Donc voilà, mais vous voyez que maintenant ça change. Vous voyez qu'il y a Data Analysis, mais c'est un sous-dossier, tout ça. Voilà, je vais exécuter ça, c'est pour juste importer les données. Ça, c'est pour permettre d'avoir les chiffres en tout, non pas dans le format scientifique, mais en nombre numérique. Cette commande nous permet de voir le nombre de variables et le nombre d'observations. Donc, vous voyez, nous avons 266 pays et 4 variables. Ici, je vais voir si les premiers éléments ont été correctement enregistrés. Ici, je mets 10. Je vais afficher les 10 premiers éléments. Et puis, vous voyez ici, déjà, vous voyez qu'il y a le nom des pays, GDP, FDI, export. Et vous voyez déjà qu'il y a des données manquantes. Et puis, alors, il y a autre chose que je dois vérifier, c'est de voir l'état des données manquantes. Donc, vous voyez, avec cette librairie questionnaire, donc on a vu ça dans la préparation des données, ça nous permet de voir les données manquantes, donc les données manquantes, donc en termes de nombre, ici, quand j'exécute la commande, regardez, voilà les résultats, pour le GDP export, j'ai 57 pays qui n'ont pas présenté les données, ce qui représente 21%, GDP 24 qui représente 9%, FDI 22 qui représente 8%, etc. Voilà. Alors, souvenez-vous, quand j'ai dit traitement de données, en matière de données manquantes, j'ai dit que soit pour les données manquantes, on peut remplacer ces données manquantes soit par la moyenne, bien par la médiane, bien par le monde. Mais vous pouvez aussi décider de supprimer alors ces données manquantes. Mais il faut faire attention, quand vous trouvez que les données manquantes sont nombreuses, ça peut être une indication que soit vous avez mal collecté les données, ou bien ça peut être que la question était difficile, donc il faut interpréter quand vous trouvez qu'il y a beaucoup de données manquantes pour une variable déterminée. Alors ici, je vais d'abord supprimer ça, les données manquantes, dans ma base de données, et puis je vais tester la normalité pour voir si les données sont normalement distribuées. J'utilise le Shapiro test, mais je peux utiliser aussi graphiquement. J'ai mis les commandes pour tester graphiquement. Souvenez-vous, pour le cas test de normalité,
L'hypothèse nulle, c'est que les données sont normalement distribuées, mais quand la plus-value est inférieure à 5%, nous disons que les données ne sont pas normalement distribuées. Donc, c'est le cas ici. Vous voyez que l'hypothèse nulle de normalité a été rejetée par le cas de plus-value est inférieure à 5%. Je fais le même test pour le FDI, donc vous voyez que c'est toujours le plus value inférieur à 5%. Je fais idem pour export, donc vous voyez que toujours c'est pas normalement distribué. Ça c'est la commande pour tester graphiquement. Là c'est cette librairie que vous pouvez utiliser. Moi j'ai pas besoin de faire ça parce que ça risque de traîner puisque le logiciel est en train d'être utilisé. Alors la question est de savoir, puisqu'on a des données manquantes, pardon, des données aberrantes, des données qui ne sont pas normalement distribuées. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir quels sont ces pays-là qui présentent en fait, qui ont soit des exportations très élevées ou très bas par rapport à la moyenne. Alors, quels sont ces pays-là qui sont considérés comme des données aberrantes? Donc, c'est ça qu'on peut se poser. Alors, avec ces librairies, la librairie ici, Performance, nous permet en fait de localiser les positions. Alors, ça, avec cette commande-là, je peux voir les positions qui sont considérées comme des outliers, ou des valeurs aberrantes. Donc, vous voyez que ici, nous avons 71 observations qui sont considérées comme des outliers. Donc, pour voir ça, c'est la fonction, cette fonction slice dpkg dplar. Donc, c'est ça qui nous permet de voir ça. Donc, normalement, vous copiez tout ça. Ouais, vous copiez tout ça. Et vous allez coller ici. C'est ça que j'ai fait ici. Donc, ici, je peux juste voir, alors, quelles sont ces observations, ces pays-là, et qui présentent, donc, vous voyez, qui présentent les 71 pays qui présentent des données manquantes. Donc voilà, regardez ici par exemple, vous voyez, je vais vous montrer les derniers. Vous avez qu'on arrête à 71. Voilà, vous voyez qu'on arrête le dernier, puis voilà. Donc les derniers, voilà, c'est ça. Donc, on peut faire la même chose pour le cas de FDI, c'est toujours la même chose. Vous ne faites qu'exécuter ces commandes et vous allez avoir toujours, c'est toujours la même chose. Je fais ça. Regardez, je fais ça. Donc, j'exécute juste cette commande. Donc, vous voyez que les positions ont été localisées. Alors, je fais copier, alors je vais coller ici. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. Une commande. Donc, je n'ai pas besoin de refaire tout ça. Donc voilà, maintenant que la condition de normalité n'est pas respectée, alors pour analyser l'effet des variables indépendantes sur ces variables dépendantes, donc je ne peux pas utiliser la régression linéaire. Ici, juste, je veux exécuter la commande pour vous rappeler le modèle comment on fait et on va comparer les résultats de ces modèles. Et nous allons regarder en fait les erreurs qu'on appelle les sigma. On va voir le modèle qui est plus performant. Voilà, ça c'est le modèle linéaire que j'exécute. On va voir le summary. Le summary du modèle. Donc voilà, quand vous regardez les coefficients, vous voyez hein, ici, le coefficient de FDI, regardez le coefficient de FDI. Donc vous voyez ici, c'est 21. Qu'est-ce que cela signifie ce coefficient? Ça veut dire que l'augmentation de l'unité de FDI augmente ou fait varier positivement ou augmente le produit intérieur brut de 21,2965. Pour le cas des exportations, l'augmentation d'unité d'exportation augmente le PIB de 2,64. C'est ça que ça signifie. Et au niveau de la significativité, vous voyez que les deux coefficients les deux variables sont significatives, car la plus-value est très inférieure à 5%. Souvenez-vous, l'hypothèse qu'on est en train de tester ici, c'est que la variable indépendante n'a pas d'effet sur la variable dépendante. Donc voilà, l'hypothèse a été rejetée parce que la plus-value est inférieure à 5%. Au niveau de la significativité du modèle, vous voyez qu'en réalité, le modèle est significatif car la plus-value est aussi inférieure à 0. L'hypothèse nulle ici est que les variables incluses dans le modèle n'ont pas d'effet sur la variable dépendante. Voilà. Alors, maintenant, nous pouvons voir les erreurs du modèle qu'on appelle le sigma. C'est ça ici. Hein. C'est ici, les idiots. Ici, les idiots standard error. Les standards. Normalement, le modèle qui a deux petites erreurs ou peu d'erreurs, c'est le meilleur. Non? Oui, quand on compare ici, regardez. Normalement, c'est ça. C'est la commande qui permet d'avoir, c'est ça.
Donc, vous voyez ici, normalement, c'est ça. Et puis alors, maintenant, comme nous savons que déjà on ne peut pas utiliser le modèle linéaire, regardons les résultats du modèle de Robist. Ici, il y a beaucoup de packages qui permettent d'exécuter la régression Robist. On peut utiliser Robist, Robist package, ou bien on peut utiliser le package qu'on appelle mass. Donc, ça peut aussi faire l'affaire. Ici, j'exécute alors pour ça. Et puis, je vais alors faire le summary du modèle. Vous allez voir le résultat. Donc, ici, vous voyez que j'ai juste changé la commande. Sinon, au niveau de la spécification, ça ne change rien. Ça, c'est pour exécuter, pour voir la synthèse. Ici, vous voyez qu'en termes de significativité, d'abord, les coefficients sont significatifs. Alors, voilà ce qui change ici. Après avoir pris en compte, après avoir annulé l'effet des variables aberrantes, regardez maintenant ce qu'on a. Le FDI, normalement, maintenant a un coefficient négatif. Ça veut dire que l'augmentation des emplois directs étrangers réduit le PIB. Alors que pour les exportations, vous voyez que l'augmentation des exportations va augmenter le PIB. Donc, le changement d'unité des exportations fait varier de 1,8 positivement, augmente le PIB de 1,8. Alors que l'augmentation d'une unité de FDI diminue le PIB de moins 0,69. Donc voilà, et puis on va regarder le sigma pour voir nos deux modèles, pour comparer nos deux modèles, finalement, quel modèle qu'il faut considérer quand on calcule le sigma. Vous voyez que au niveau de ces sigma-là, donc c'est ça que vous voyez que ça j'ai copié ici. Regardez, ici nous avons 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc vous voyez que c'est ce modèle-là qui a, en termes de réel, qui a peu de réel par rapport à si on compare avec celui-ci. Et aussi, il y a un autre package qu'on appelle Air Companion qui vous permet en fait de faire la comparaison entre plusieurs modèles. Ici, vous voyez, je l'ai exécuté, vous voyez que ça c'est exécuté. Alors, je vais comparer pour voir finalement sur le résultat de ce package en termes de comparaison. Donc, voilà ici, en termes de R-square, coefficient de détermination, vous voyez qu'ici, celui-ci a 0,97, mais souvenez-vous, ce n'est pas celui-ci qu'il faut utiliser. Et aussi, l'Obist modèle, vous voyez qu'il a 0,66. Normalement, en fait, ça rassemble les informations normalement contenues dans ce qu'on vient de voir. Et puis, quoi d'autre? Residual mean square error, ici vous voyez c'est celui-ci, et ici c'est celui-ci. Le sigma là que je viens d'utiliser c'est celui-ci et ça. Et puis AIC ici c'est ça. BIC, ça c'est Archaic Information Criteria. Et ici BIC, BIC, je ne sais pas, je ne m'appelle pas l'entête lettre, et du modèle LN, linear model, c'est ça. Donc voilà les amis, ça veut dire que s'il faut analyser les faits, il faut utiliser celui-ci, le BIST, parce que ça permet en fait de réduire les effets d'une variable aberrante sur les résultats du modèle. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc pour analyser vos effets et je pense que ça va vous aider toujours dans la façon d'analyser vos données. Puisque si vous utilisez, vous venez de voir que quand on utilise un modèle qui n'est pas correct, donc au niveau des résultats, vous voyez que vous pouvez vous tromper en termes de résultats. Donc voilà les amis, je pense que cela va vous aider à améliorer la façon d'analyser les données. Et si vous avez justement aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et puis si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et après ça, on va voir ce qu'on appelle la régression non paramétrique, parce que ça c'était la régression robiste, mais on va voir aussi qu'il y a un autre type de régression qu'on appelle la régression non paramétrique. Voilà les amis, à la prochaine.